On commémorait lundi la fête des Patriotes. Les Patriotes qui se sont battus, qui ont parfois été exilés, voire même pendus, pour défendre le droit des Québécois de se gérer eux-mêmes. En 1838, suivant la rébellion des Patriotes, le Québec est un champ de ruines. Dans la fumée des incendies de la répression britannique, une réflexion a cours. Comment se débarrasser de ces damnés francophones qui refusent de se soumettre à la reine Victoria et aux intérêts des hommes d'affaires britanniques qui dominent la colonie? Que faire alors pour créer un dominion loyal à l'Empire britannique sans que les Québécois ne se révoltent à nouveau? La solution fut toute trouvée. Annonçons donc la création d'une confédération. Dans une confédération, ce sont les provinces qui ont le gros du pouvoir. Les Québécois pourraient se gouverner en paix sans trop d'ingérence. Après, on pourra leur imposer une fédération sans leur demander leur avis. Et hop, ni vu ni connu, ainsi naît la Fédération canadienne. Un beau mensonge initial pour que les francophones ne se soulèvent plus. Dans le Canada anglais, la mesure ne fait toutefois pas l'unanimité. Pourquoi faire des concessions à ces vaincus? La Constitution de 1867 est donc basée sur un mensonge visant à concilier l'inconciliable. D'une part, la volonté d'autodétermination du peuple québécois et d'autre part, la volonté unitaire de la population d'origine britannique. Toute l'histoire du régime fédéral est là, tiraillée entre ceux pour qui le vrai pouvoir est à Québec et ceux pour qui le vrai pouvoir est à Ottawa. Il est quand même ironique que ce soit une députée indépendantiste qui doive encore vous rappeler à cette Chambre comment fonctionne la Constitution canadienne. Alors que le gouvernement ne perd pas une occasion de rappeler qu'il ne faut pas toucher à la Constitution et que tous les enjeux qui y sont reliés ne sont pas importants pour les Canadiens et les Québécois, ou que les Québécois ne se soucient pas des champs de compétences. Mais c'est d'autant plus ironique que la Constitution dont je parle est celle imposée en secret par le père du premier ministre actuel lors de la nuit des Longs Couteaux en 1982. Depuis, la tendance du Parti libéral s'est renforcée. De plus en plus, le Canada anglais souhaite faire d'Ottawa son vrai gouvernement, celui qui gère l'essentiel des services publics. Le Québec, lui, fait un autre choix. Tous les sondages le montrent. Mes collègues l'ont rappelé. Quand on demande aux Québécois si c'est le Québec ou si c'est Ottawa qui devrait gérer chaque champ de compétences isolément, ils répondent à chaque fois avec une écrasante majorité, le Québec. Plusieurs mesures présentées, par exemple dans le dernier budget, ont des objectifs nobles. Prendre soin des gens touchés par les conditions économiques difficiles, qui sont d'ailleurs les nôtres aujourd'hui. Le problème, c'est que ces mesures sont mal adaptées aux diverses réalités, parce que je ne crois pas vous apprendre quoi que ce soit quand je dis que le Canada, dans son état actuel, est assez diversifié. Les réalités sont très différentes entre le Québec et, par exemple, l'Alberta. Mais avec toute la bonne foi du monde, c'était inévitable. Sans consultation préalable avec les provinces, les programmes seront mal adaptés. Donc la santé et le logement ne sont pas de compétences fédérales. Cette Chambre n'a rien à faire là-dedans. Pourquoi? Parce que les Québécois considèrent que leur vrai gouvernement est à Québec. Et tant que ce sera le cas, le concept de déséquilibre fiscal existera. J'entends ici par déséquilibre fiscal le fait que les provinces disposent de moyens financiers insuffisants au regard des compétences propres. Alors que le gouvernement fédéral, lui, pourrait, s'il le souhaitait, ce qui n'est pas le cas, enregistrer des excédents. On ne sait pas comment il fait pour avoir un déficit. Pour s'acquitter des responsabilités qui découlent des compétences qu'il exerce. Ou plus simplement, comme le disait Bernard Landry, les besoins sont dans les provinces, les moyens sont à Ottawa. Même si le gouvernement fédéral s'efforce de renier son existence, le déséquilibre fiscal est un concept bien connu et un enjeu majeur et reconnu depuis les années 90. Avec le vieillissement de la population, le coût des programmes sociaux du Québec augmente rapidement. C'est au gouvernement du Québec et au gouvernement du Québec seulement de déterminer où les fonds des programmes sociaux devraient aller. Puisque le Québec est systématiquement sous-financé, on peut se demander, et on se le demande souvent à cette Chambre, si pour le Parti libéral, un Québécois vaut moins qu'un Canadien. Le gouvernement du Québec s'époumane à demander des hausses de transferts en santé. Et qu'est-ce que le fédéral lui répond? Madame la Présidente, par encore plus d'intrusion dans ses champs de compétences. Et dans le cas précis du programme d'assurance dentaire dont on parle un peu aujourd'hui, une intrusion dans un programme qui est déjà couvert par le régime d'assurance maladie du Québec. Et oui, je tiens à rappeler à mes amis du NPD que la RAMQ est un organe public qui ne prévoit donc pas s'enrichir sur le dos des contribuables, comme c'est prévu dans le programme d'assurance dentaire du gouvernement fédéral. Si la politique proposée sur les chèques dentaires est si mauvaise finalement, c'est parce que le gouvernement refuse encore obstinément de consulter le Québec et les provinces lorsqu'il conçoit ses programmes. D'ailleurs, par son Code du travail progressiste, le Québec est l'endroit en Amérique du Nord où le taux de syndicalisation et d'assurance collective est le plus élevé, ce qui rend les travailleurs inéligibles aux programmes conçus par le fédéral.
C'est toujours et encore une fois le Québec qui occupe du retard du fédéral parce qu'il s'est doté lui-même d'un bon filet social, et bien avant les volontés du fédéral. Pourquoi le gouvernement fédéral ne peut-il pas s'empêcher de vouloir s'ingérer là où il n'a pas d'affaires, alors qu'il n'est même pas capable de s'occuper de ses propres champs de compétences adéquatement? J'ai une hypothèse, Madame la Présidente. Je pense qu'il veut tuer le concept de déséquilibre fiscal. C'est bien simple, au lieu de le régler, il va le faire disparaître. Donc, pensez-y bien, plutôt que d'envoyer les transferts en santé aux provinces ou permettre au Québec un droit de retrait avec pleine compensation, il crée un gouvernement unitaire où il n'y a plus de séparation des pouvoirs. Et donc, en grugeant peu à peu les pouvoirs des provinces, le concept de déséquilibre fiscal, là où les besoins sont dans les provinces et les moyens sont à Ottawa, n'existe plus. Et puis comme cela, le concept de déséquilibre fiscal n'a pas été réglé, mais n'existe plus. Cependant, pour convaincre la population que le gouvernement fédéral est capable de devenir un État unitaire, muni de tous les pouvoirs, il devrait peut-être montrer qu'il est capable de s'occuper au moins pour commencer de ses propres champs de compétences, qui sont vraiment sous ses juridictions. Dois-je parler à nouveau, et je l'ai fait à de maintes reprises à cette Chambre, d'Arrive-Can, ou des milliards qui partent depuis des années à des entreprises qui ne livrent aucun service sauf que de sous-traiter, à coût de commissions très élevés. On apprend encore une fois à chaque semaine des nouvelles choses. Le gouvernement fédéral, au lieu de faire le ménage dans ses propres agences, promeut les employés qui ont ouvertement enfreint le code de conduite. Les employés qui sont allés prendre des verres et souper avec GC Stratégie sont promus, Madame la Présidente. C'est scandaleux. Le gouvernement fédéral ne s'occupe pas de ses propres champs de compétences et multiplie les intrusions dans les champs de compétences du Québec et des provinces. Mais au cœur de ce débat, Madame la Présidente, se trouve réellement le rôle du gouvernement fédéral. Si nos collègues souhaitent un État unitaire où toutes les décisions sont prises à Ottawa, qu'ils le disent ouvertement. Certains pays fonctionnent ainsi. C'est une vision qui se défend. Mais alors, il faudrait rouvrir cette Constitution. Mais ça leur fait peur. Et je suis persuadée que les Québécois n'accepteront jamais de perdre leur autonomie et leur pouvoir. Mes collègues des autres partis se disent fédéralistes. Eh bien, qu'ils le soient, justement, fédéralistes. Qu'ils acceptent qu'ils n'aient pas tous les pouvoirs et qu'ils doivent faire confiance au Québec et aux provinces pour s'occuper de leur propre champ de compétences. Une fois reconnu le problème du déséquilibre fiscal qui existera tant et aussi longtemps que le Canada sera régi par la Constitution canadienne actuelle, d'un côté, et le besoin d'agir pour aider nos concitoyens de l'autre, il faut que cette Chambre se pose des vraies questions. Lorsque le régime fédéral s'est mis en place, les besoins importants étaient de compétences fédérales. Participer aux guerres de l'Empire britannique pour s'emparer des mines de diamants des Boers, construire des navires cuirassés pour ce même empire, détruire les nations autochtones à coups de famine, de réserves et de pensionnats. Telles étaient les priorités du gouvernement fédéral à l'époque où le régime fédéral a été créé. Ils avaient des vrais besoins et allaient puiser l'argent dans les provinces. Mais maintenant, les vrais besoins sont dans les provinces, Madame la Présidente. Et en 2024, comme je viens de le dire, les besoins sont au Québec et dans les provinces. Les solutions aux vrais problèmes sont également dans les mains des gouvernements québécois et provinciaux. Si cette Chambre veut vraiment aider les gens avec leur logement, les soins dentaires de leurs enfants, elle devrait réfléchir. Réfléchir non pas à des projets d'un océan à l'autre ou d'un Atlantique à l'autre, au choix, forcément mal adaptés, mais abandonner les prétentions du gouvernement fédéral à tout régenter. Renversons le déséquilibre fiscal, donnons au Québec et aux provinces les moyens de prendre soin de leur monde. Ou alors, soyez sincères, ça manque souvent dans cette Chambre. Réouvrez la Constitution une fois pour toutes, devenez un gouvernement unitaire, proposez-le à la population, voir leur réponse, à moins que vous craigniez trop que cette fois-ci, les Québécois vous disent une fois pour toutes, on s'en va pour vrai. Merci, Madame la Présidente. Questions et commentaires, questions and comments. L'honorable député de Sheffer. Je remercie ma collègue et c'est ce que je disais lorsque j'ai fait mon discours tantôt. Je savais que c'était intimidant de parler entre mes collègues qui ont débuté une journée d'opposition et ceux qui passent après moi. Chapeau pour son discours, mais elle a très bien expliqué, je pense, le thème d'aujourd'hui, mais moi, j'aimerais l'entendre sur le silence des conservateurs. Je ne sais pas, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'engouement pour parler de ça. Est-ce que c'est peut-être parce que le chef conservateur
en solution au logement, a proposé de mettre des conditions dans son projet de loi pour résoudre la question du logement? Est-ce peut-être parce que les conservateurs ont annoncé qu'ils s'opposeraient probablement à la loi 21 pour contester la demande du Québec en matière de laïcité? Est-ce que ça pourrait expliquer une partie du silence des conservateurs, Madame la Présidente? Honorable député de Terrebonne. C'est une excellente question. Peut-être que je devrais mentionner les 2 mots taxe carbone pour qu'ils se lèvent enfin en cette Chambre. Mais non, aujourd'hui, on a un autre sujet qui devrait les préoccuper, le Québec. Mais je pense que ce parti a compris qu'il pouvait prendre le pouvoir en ignorant totalement les besoins des Québécois. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Il ignore nos demandes. Et c'est aussi, je pense, l'autre raison, c'est, comme l'a mentionné ma collègue, c'est qu'ils sont divisés à l'interne entre les anciens conservateurs qui ont justement du respect pour les champs de compétences et les nouveaux, les néoconservateurs qui sont un peu ignorants de ce concept de division des champs de compétences et qui veulent intervenir à droite et à gauche, mais simplement par pur populisme et démagogie. Merci.